7h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin, c'est Thomas Reynaud. Bonjour, vous êtes le directeur général d'Iliad. On va parler guerre des prix, on va parler avenir des SFR, consolidation du secteur et aussi déploiement de l'IA. Vous avez dévoilé fin août vos résultats pour le premier semestre 2025, des résultats plutôt positif avec un bénéfice net semestriel qui a quasiment triplé sur un an, une amélioration de la rentabilité, de la structure financière et du niveau des liquidités. La barre des 50 millions d'abonnés, elle est franchie sur le plan européen, mais en France, ça stagne. Donc là, on se dit, il y a une solution, c'est SFR, et ça va être notre sujet en partie ce matin. Est-ce que c'est là où désormais est pour vous le relais d'abonnés dans une reprise des SFR ? Non, vous savez, notre modèle de croissance, et c'est le cas depuis plus de 20 ans, c'est avant tout l'innovation, c'est l'investissement, c'est la prochaine génération de Freebox. Et vous l'avez cité, nos investissements dans l'intelligence artificielle. C'est ça avant tout notre modèle de croissance. Maintenant, si à travers la consolidation, le passage de 4 à 3 opérateurs, Free a la possibilité de faire grandir son modèle auprès d'un plus grand nombre de Français, eh ben, on n'hésitera pas à regarder le sujet. Vous en avez déjà pris un certain nombre des abonnés d'SFR. Qu'est-ce qu'il reste à prendre ? La pépite, c'est quoi ? C'est SFR vers les entreprises. C'est là où il y a la pépite à prendre ? Non, vous savez, les discussions sont à un stade très préliminaire. Et je tiens à insister sur ce point. Il se trouve que un de nos concurrents s'est retrouvé à la barre du tribunal de commerce pour restructurer sa dette cet été et ça a déclenché des discussions, mais avant tout sur des aspects industriels, comment assurer la continuité de service, le partage des infrastructures. On est à un stade très préliminaire sur les préoccupations avant tout industrielles et il est beaucoup trop tôt pour affirmer qu'on passera de 4 à 3 opérateurs. Et j'insiste, ce qui nous importe, nous, chez Free, avant tout, après mon passage dans votre studio, je rejoins nos bureaux, on va parler avant tout, c'est ça, la prochaine génération de la Freebox, de ce que l'on va faire sur nos data centers, comment on va pouvoir sortir de cette dépendance vis-à-vis des géants de la tech européenne. Mais on dirait Chinois. que c'est pas important le cas SFR, non, si, mais c'est structurel quand même pour le marché, ce passage de 4 à 3, on en parle depuis des années, l'Arcom n'était pas favorable, aujourd'hui il semble que tous les voyants sont ouverts quand même. Structurel, oui, mais ce que je veux dire, c'est pas au cœur du quotidien du groupe Free, du groupe Iliad. On est désormais le 5e opérateur télécom en Europe. On est présent dans 8 pays. Ça n'occupe pas tout notre espace mental. Vous n'avez pas de discussion avec Bouygues pour dire toi, tu vas prendre telle boutique, moi, je vais reprendre SFR Business. Nous avons eu des discussions avant l'été, pendant l'été, peut-être qu'elles reprendront, mais j'insiste, c'est encore à un stade très préliminaire. Vous n'avez pas déposé d'offre en fait, c'est ça que clairement que vous êtes en train de nous dire. Du coup quand même, je reviens sur le plan structurel, c'est important toujours de passer à 3 opérateurs, le marché n'est pas assez gros pour 4, on en est toujours là ? Ce que l'on constate, et ça peut paraître un peu paradoxal, c'est vrai que le marché des télécoms en France est devenu mature, même quasiment saturé, et quelque part, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les opérateurs télécoms, les 4 opérateurs télécoms ont bien fait leur job en termes de déploiement de la fibre optique, en termes de déploiement de la 5G. Dans ce contexte-là, on tire bien notre épingle du jeu. Nous avons gagné énormément de parts de marché sur les 3 dernières années grâce à des choix très forts qui nous distinguent de la part de nos concurrents en termes d'innovation, je l'ai dit, en termes d'investissement et aussi en termes de stabilité des prix. On a fait une promesse aux Français, et vous savez que pour les Français, leur sujet numéro 1, c'est le pouvoir d'achat, de ne pas toucher au prix, au tarif de nos forfaits mobiles jusqu'en 2027. Et vous évoquiez la progression de nos résultats. La progression de ces résultats, c'est avant tout la stabilité de nos prix. Stabilité à la hausse, mais stabilité à la baisse, parce qu'il y a aussi cette guerre des prix. SFR, justement, pour réussir à recapter des abonnés, avait rebaissé les prix en début d'année. Il y a une box qui sort sur Bouygues sans télévision, qui est moins chère. Est-ce que on va retourner sur une guerre des prix, non pas à la hausse, mais à la baisse ? J'ai envie de vous dire, c'est la beauté de la concurrence, et tant mieux pour les Français. Après, je pense que les Français ne sont pas dupes. Ils savent que derrière des promotions très agressives de la part de nos concurrents, très rapidement, 6 mois après ou 12 mois après, vous avez des augmentations de prix cachées et massives. Et c'est là où on a décidé de prendre le contre-pied de nos concurrents en faisant cette promesse de ne pas toucher à nos prix. Depuis 2012, notre forfait 2 € et 19,99 € n'a cessé de s'enrichir et nous n'avons pas eu 1 centime d'augmentation. Pas 1 centime d'augmentation.
Sur le développement de l'ensemble du réseau, vous avez eu des revers, notamment en Italie, où là, vous vouliez vous implanter, racheter Telecom Italia, devenir son actionnaire. Ça ne s'est pas fait. Est-ce que vous avez senti, on l'a raconté sur BFM Business à plusieurs moments, une hostilité des Français en Italie avec une Giorgia Meloni qui s'oppose à des deals dans différents secteurs? La réponse est non. Aujourd'hui, la marque Iliad Italia, c'est la marque sous laquelle on opère en Italie, la marque préférée des Italiens. Et on a aujourd'hui presque 13 millions d'Italiens qui utilisent chaque jour notre réseau en Italie. On a tenté un rapprochement avec Telecom Italia. Les discussions n'ont pas abouti et elles sont désormais définitivement fermées. Et on poursuit notre modèle de développement en Italie, où on a une part de marché importante, où nous sommes en train de déployer une stratégie là aussi autour de la fibre optique. Vous parlez des Italiens. Moi, je vous parle du gouvernement italien. Non, on a eu des discussions avec Telecom Italia, mais je ne vois pas d'hostilité de la part du gouvernement italien vis-à-vis des intérêts économiques français. Ce sont des alliés. En termes de technologie, donc il y a plusieurs sujets. Il y a l'intelligence artificielle, vous continuez d'investir, vous voulez avoir une gigafactory en Europe pour entraîner des modèles d'IA. C'en est où en termes de développement? Il y a des enjeux de financement européen très forts. Est-ce que vous pouvez y aller seul? Est-ce qu'il faut s'associer à d'autres acteurs? Nous, on a la conviction que les télécoms, ce n'est pas uniquement une question de connectivité, mais comme vous l'avez souligné, c'est aussi une question de souveraineté, de plus en plus d'hébergement de données, d'utilisation intelligente de ces données. Et notre continent a impérativement besoin d'une puissance de calcul. On ne peut pas se permettre d'être dans une dépendance permanente vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la Chine. Ça ne veut pas dire qu'on va basculer dans une forme d'autarcie technologique, mais on doit interroger nos dépendances et on doit être présent. Cette conviction, le groupe Iliad l'a depuis un certain nombre d'années. Elle est avant tout portée par Xavier Niel et on voit que la géopolitique récente renforce cette conviction. Donc, on a répondu à un appel à candidature de la Commission européenne pour opérer ce que l'on appelle une gigafactory, une puissance de calcul très importante que l'on souhaite implanter en France. Pourquoi en France? Parce que Free, le groupe Iliad, a des racines françaises et parce qu'on a la chance aussi d'avoir une électricité qui soit décarbonée. Ce sont des investissements qui sont colossaux sur les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Au-delà de cette gigafactory, on va y consacrer 3 milliards d'euros dans les prochaines années. On a sécurisé ces financements et c'est le moment d'accélérer. Mais alors là, vous cherchez des partenaires partout, parce que 3 milliards d'euros, c'est super, mais ce n'est pas assez pour le projet en question. C'est ouvert à tout le monde? Oui, on souhaite créer un consortium autour de ce projet spécifique. On a plusieurs projets. On a les logiciels avec le cloud, on a notre plateforme de data center où on souhaite devenir la première plateforme de data center européenne, et on a ce projet spécifique industriel, Gigafactory, et qui est très important. Et je vais vous dire pourquoi. Et pourquoi ça passe par la Commission européenne. On ne demande pas des subventions. Ce que l'on veut avant tout, c'est la commande publique. Et les Américains, les Chinois ont été très bons pour instrumentaliser leur commande publique. Le succès incroyable de SpaceX, qui est en train de révolutionner l'industrie aérospatiale, c'est avant tout de la commande publique, de la NASA, pour faire émerger un acteur. Et ce qu'on demande à la Commission européenne, c'est mettez-nous le pied à l'étrier, sécuriser de la commande publique sur de la puissance de calcul, ça va devenir essentiel dans les années à venir. Et nous, on va créer un consortium avec des acteurs français, éventuellement aussi avec des acteurs européens, pour créer une gigafactory sur le territoire en France. On a parlé d'SFR, on a parlé de Bouygues, bien sûr, Orange, les concurrents officiels. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le concurrent, c'est pas directement Elon Musk et Starlink? Aujourd'hui, quand vous ne pouvez pas mettre la fibre chez vous, vous prenez un abonnement Starlink qui vous envoie le matériel et c'est facile. Elon Musk, Xavier Niel, on peut pas dire que ça soit le grand amour, il y a des clashs récurrents. Est-ce que l'ennemi aujourd'hui, le concurrent vraiment, c'est Elon Musk pour vous? Non, chez Free, on n'a pas d'ennemi. La fibre optique, aujourd'hui la fibre optique de Free, elle est disponible auprès de plus de 90% des foyers français. C'est la réalité. Il peut exister des technologies de complémentarité dans des zones très rurales, dans des zones moyenâgeuses, dans des zones montagneuses. Dans des zones montagneuses. Et le satellite peut être une réponse. Mais le satellite d'Elon Musk, mais le satellite aussi de Telsat. Donc pour vous, c'est complémentaire en fait. Ça peut être complémentaire dans un certain nombre de cas spécifiques. Le satellite, par exemple, à Paris, à Marseille, à Besançon. Vous êtes fibré là. Oui, mais là, ça n'a pas de sens.
Question technique sur l'avenir de la carte SIM. Apple a annoncé que le prochain iPhone n'aurait pas de carte SIM. Est-ce que c'est terminé, la carte SIM? Désormais, c'est une technologie has-been. Dans un certain nombre de pays, dans des pays où on opère, la carte SIM, l'objet physique, la carte SIM n'existe plus. C'est une évolution technologique. Est-ce que ça va venir totalement révolutionner le secteur des télécoms? Je ne pense pas. C'est quoi Mais ça va être un objet de déco, quoi. Ça va être quelque part, vintage, comme les Minitel. C'est ça l'avenir de la carte SIM. Merci beaucoup, Merci Thomas Reynaud, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.